a besoin d'un vrai revenu. Et ça, c'est le vrai problème. Aujourd'hui, la seule chose qu'on nous propose, c'est des prêts pour rembourser des prêts. On veut que les produits qui rentrent chez nous respectent les mêmes normes. On est là et si vous voulez qu'on soit encore là demain, aidez-nous. C'est un cri du cœur, c'est la détresse. Trop de contraintes, contraintes administratives, contraintes de temps. C'est le feu du désespoir, on va dire. Alors déjà, le Premier ministre nous est apparu comme étant éloigné de la réalité du terrain, avec une ignorance totale par rapport à l'OFB, l'Office français de la biodiversité, ses pratiques, le nombre de personnes qui sont concernées par cette organisation, mais aussi les aspects sanitaires, la difficulté de faire les dossiers, par rapport à quoi il a conclu que la bureaucratie en France devenait insupportable. Par contre, satisfaction par rapport à un engagement de sa part. Il nous a donné sa parole qu'il irait vers un alignement de la réglementation française sur la réglementation européenne. Donc nous attendons cette prise de position dans son discours. On arrêterait les surtranspositions. De quoi lever les blocages? D'arrêter le bras de fer, les actions de... Alors ça, c'est le terrain qui décidera. Véronique Le Floch, qu'est-ce que porte la coordination rurale dans cette campagne? Quelle valeur? Quelle agriculture? Alors déjà, je suis productrice de lait en bio avec mon conjoint dans une ferme familiale de 180 hectares dans le sud Finistère avec trois enfants intéressés par l'agriculture. Le modèle que défend la coordination rurale, c'est la défense d'exploitation familiale libre et indépendante, ce qui veut dire libre de tout asservissement, libre de tout assistanat. La coordination rurale a été extrêmement médiatisée. Cette élection, vous la présentez comme un référendum. Alors tout simplement, un référendum contre qui? Est-ce que c'est un référendum contre la FNSEA et les jeunes agriculteurs? Alors, disons que je devrais dire merci à Arnaud Rousseau, merci à la FNSEA d'avoir permis à toutes ces mobilisations d'éclater depuis déjà un an, puisque la première fois où nous nous sommes rencontrés, c'était au Space à Rennes, et Arnaud Rousseau m'annonçait ce qu'il avait négocié, à savoir l'augmentation des taxes sur le carburant agricole, en contrepartie de quoi il y avait quelques compensations, mais uniquement pour ceux qui ont plus de revenus. Donc voilà, depuis un an, nous sommes sur le terrain. Oui, c'est un référendum parce que chacun des agriculteurs doit choisir s'il souhaite continuer dans ce modèle qui n'est pas avec un bilan réjouissant. 10 dernières années, c'est 100 000 exploitations en moins, 1 million de vaches en moins, un abattoir sur 3 qui a été fermé. Un tiers des abattoirs ont disparu et on continue à en fermer un tous les mois en France. Donc, chacun des agriculteurs doit se poser la question, jusqu'où peut nous amener ce modèle? Jusqu'à 150 000 fermes d'ici 10 ans? Est-ce que justement les fermes qui s'en sortent bien aujourd'hui s'en sortiront bien demain, puisqu'il n'y aura peut-être pas de repreneurs s'il n'y a pas de revenus? Alors ce double discours, il est insupportable. Je suis totalement d'accord avec Laurence. La FNSEA, les JA, c'est votre secrétaire général, Hervé Lapille, qui l'a dit. Ils étaient favorables à ce Mercosur avec des aménagements. Donc on l'entend bien avec ces clauses miroirs. Or nous, à la coordination rurale, c'est une opposition totale à tous ces accords de libre-échange. Il faut exclure l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce, car tous ces accords de libre-échange reviennent à une politique favorisant toute l'agro-industrie à laquelle appartient Arnaud Rousseau, puisqu'il est président du groupe Avril. Donc on connaît les acquisitions de groupes industriels là-bas, on connaît la position de Lactalis. Le groupe Avril, pour ceux qui nous regardent, c'est un géant de l'huile dont vous êtes le président du conseil d'administration. Véronique Le Floch, est-ce que ça veut dire que la coordination rurale veut finalement remettre des barrières douanières aux frontières françaises ? Eh bien, quelque part, de toute manière, l'agriculture doit bénéficier de cette exception, telle que nous l'avions avant 1994. Et que deviennent les productions exportatrices? Alors, par exemple, les produits laitiers. Quand vous avez des accords de libre-échange, tels que ceux de Nouvelle-Zélande, qui permettent à 15 000 tonnes de produits laitiers de venir de Nouvelle-Zélande en Europe,
Les accords avec le CETA, c'est 15 000 tonnes qui vont d'Europe vers le Canada. On prend maintenant la production porcine avec le Mercosur. 25 000 tonnes de porc à venir en Europe, premier continent exportateur de porc. À quoi cela conduit-il? Cela veut dire que soit on diminue la production en Europe d'autant, soit on exporte plus. Et on va faire du dumping. Où? Dans les pays d'Afrique, plutôt que de les aider à relancer leur agriculture. Donc quoi? On fait du protectionnisme à quelle frontière? Européenne, française, on remet des barrières douanières? L'exception agriculturelle, sortir l'agriculture des accords de l'OMC. Vous voyez bien, ni le Brésil, ni la Russie, ni la Chine, ni les États-Unis, ils protègent tous leur agriculture, ils ne respectent pas les accords de l'OMC. Véronique Le Floch, sur cette question de libre-échange. Juste compléter là-dessus, mais c'est vrai, je partage, je valide cette position-là qui donnait justement 85% des contingents de tomates à la France venant d'Europe. Juste pour rebondir sur cette perte de compétitivité ou ce que vous défendez de produire plus. Avant de produire plus... Et au moins autant, a dit Arnaud Rousseau. Ou au moins autant. En ce qui concerne les céréales... À quoi bon être exportateur net de blé tendre, de blé dur, pour ensuite être déficitaire en pâtes alimentaires qui sont faites à partir du blé dur, en farine, puisque un paquet sur 2 de farine est importé. Pareil pour les pâtes alimentaires. Nous avons un gros problème aussi avec la pomme de terre, où nous sommes exportateurs nets, mais en termes de produits à base de pommes de terre, nous sommes largement déficitaires. Donc, il y a un problème... Est-ce que ce n'est pas un problème de compétitivité industrielle française ? Parce que les pommes de terre sont produites en France et elles sont transformées en Belgique. Alors, la compétitivité de la ferme France et de l'industrie française, elle se révèle positive à travers la balance commerciale avec les pays tiers. Elle est juste négative et déficitaire avec l'Europe. Elle était positive de 5 milliards d'euros il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est arrivé totalement déficitaire. Pourquoi? Parce qu'au moment où a été créée la politique agricole commune, c'est une politique qui a considéré qu'il fallait produire à un prix faible, mondial, pour permettre d'aller à l'export. En contrepartie de quoi, nous, agriculteurs, nous avons bénéficié de ces compensations. Donc cette politique a permis à tous les industriels de se développer. Et aujourd'hui, tous les industriels sont implantés ailleurs qu'en France et peuvent pratiquer une délocalisation de résultats. Véronique Le Floch, vous qui êtes éleveuse laitière, du coup, sur cette question des revenus minimums garantis, vous seriez pour aussi l'étendre à tous les domaines de l'agriculture ? Alors, compliqué d'aboutir à un chiffre qui conviendrait à tout le monde. Maintenant, comment fait-on pour avoir du revenu? Deux façons d'agir. D'abord, sur les charges. Ce que nous demandons à la coordination rurale, c'est un bouclier énergétique. Ce n'est pas compliqué, étant donné que l'énergie consommée par le secteur agricole en France est seulement 3% de l'énergie. Or, l'énergie... Le bouclier tarifaire n'a pas suffi ? Non, et nous l'avons encore prouvé ce matin lors de notre rendez-vous avec le Premier ministre. Nous avons des factures qui ont multiplié par 4 dans certains secteurs, ceux qui irriguent, ceux qui font de la transformation, le stockage, les porcheries, les serres pour faire des fruits et légumes. Donc permanent le bouclier. Il faudrait un bouclier pour ce secteur puisque l'accès à une nourriture accessible à tous, justement, doit être en partie assuré par ce type d'intervention. Donc le bouclier énergétique, les taxes foncières sur le non-bâti. On demande une exonération totale, puisque la taxe aujourd'hui équivaut au double de la flat tax, c'est-à-dire de la taxation des dividendes. Et qui paye tout ça ? Nous, les agriculteurs, les propriétaires... Non, mais qui payerait toutes ces exonérations? Alors, on a des solutions. Comment vous financez? Alors, on le finance par la suppression de l'Office français de la biodiversité, par une surtaxe carbone sur le fret de tous ces produits importés, et on a d'autres solutions. Il y a aussi la révision du système social pour alléger le coût du travail. Pareil, on le paye par ces mesures. Et d'un autre côté, il faut donc baisser les charges et davantage de prix. Comment on a davantage de prix? Déjà en intervenant auprès de nos coopératives et des industriels qui nous achètent nos produits. Pour les COP, il faut une loi de moralisation des coopératives qui aujourd'hui sont pour la plupart, au moins toutes les grandes coopératives, montées avec des multinationales, lesquelles détiennent les filiales. Les filiales versent des dividendes qui ne redescendent pas aux agriculteurs. Il suffirait que ces filiales reviennent au bilan des COP ou que l'on remette comme actionnaires les agriculteurs. Sur les prix planchers, on n'a pas compris. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Alors, bien sûr, ça revient à avoir des prix planchers, mais comment les déterminer? Dans tous les cas, il faut que l'objectif de 2 SMIC
net soit atteint. Et 2 SMIC net n'a pas la même valeur qu'on soit à la FNSEA ou à la coordination rurale et peut-être pas à la Confédération paysanne. En tout cas, nous, 2 SMIC net, c'est 60 000 € pour enlever les charges et avoir ces 2 SMIC net. Ça constitue, pour ceux qui nous regardent, une part importante du revenu, que ces aides à la PAC. On n'est pas dans un revenu, mais on est dans un complément de revenu. Est-ce qu'il faut aller vers cette réforme de l'aide à l'hectare? Alors, la PAC, déjà, elle est de moins en moins commune. Elle est renationalisée et ce qu'on nous demandions déjà il y a 1 an à Marc Fesneau, c'était justement de solliciter ses homologues européens pour partir dans une révision, une réforme totale de cette politique agricole commune et l'inscrire dans une période beaucoup plus longue, au moins 10 ans, parce que nous, agriculteurs, ne nous y retrouvons plus. Ensuite, quand on regarde la part des aides, des compensations de la PAC sur le revenu disponible, ça va de pratiquement rien à 250% certaines années chez les producteurs ovins et bovins. Donc ça démontre que ça ne va pas. Et on n'a vu nulle part des études qui pourraient justement s'appuyer sur les modèles contracycliques comme aux États-Unis pour justement davantage compenser les années où il y a le moins de revenus. Ensuite, faire une aide à l'actif, c'est aussi dangereux parce que vous pouvez avoir une exploitation avec beaucoup d'actifs salariés. Est-ce qu'on les compte? Est-ce qu'on ne les compte pas? Oui. Comment fait-on? Est-ce que, justement, on bénéficie moins d'aide en France par rapport à d'autres États membres? Le système est injuste, mais attention à quelle réforme on construit. Voilà. Pour obtenir, justement, ces prix davantage rémunérateurs, déjà en regardant les prix pratiqués par d'autres pays européens, et on voit bien, par exemple, en lait, les autres pays ont des prix équivalents aux nôtres en termes de coûts de production et ils sont mieux payés. Donc c'est possible, il faut cette régulation de la production, c'est-à-dire ne pas rentrer dans ces excédents. Et ensuite, au niveau de la politique agricole commune, je voudrais rajouter, on a une réserve de crise qui devrait être abondée justement pour être là davantage les années de crise, qu'elles soient climatiques, sanitaires, parce qu'autrement, on va perdre le potentiel de production de nos élevages. Il faut une pause environnementale, une pause sur les normes, y compris en France. Véronique Le Floch. Eh bien, écoutez, nous, l'environnement, c'est quelque chose qui est important. Les agriculteurs font de l'écologie appliquée, c'est là où ils travaillent. Donc, nous sommes favorables à la santé des agriculteurs, de leurs familles et bien sûr de tous les citoyens. Mais il faut garder un côté rentable. Maintenant, est-ce que la politique telle qu'elle est menée au niveau de l'Europe est juste? Je pense par exemple au Green Deal, qui fixe des objectifs de réduction, par exemple, des produits phytosanitaires de 50%. Mais quand vous avez des pays qui, comme les Pays-Bas, épandent sur leurs terres, utilisent à l'hectare 12,7 kg de matière active, alors qu'en France on est à 3 kg et quelques, est-ce que l'objectif de réduction de 50%, il est logique? Eh bien non, nous allons finir par tuer le potentiel de production. Donc on arrête en France de faire plus que chez nos voisins en matière des phytosanitaires, c'est ça? Des limites en valeur relative et non pas des objectifs de pourcentage de réduction. Si demain la France parvenait à réautoriser ces néonicotinoïdes en France, est-ce que vous y seriez favorable, Véronique Le Floch? À partir du moment où ça permet de maintenir le potentiel de production plutôt que d'importer des produits qui seraient produits avec ces substances. Bien évidemment, parce que le produit va être consommé. Sinon, ce serait des importations avec ce produit. Juste pour compléter sur le sujet, ce qui est important, c'est la réciprocité des normes. Et quand on se rappelle du moment où Emmanuel Macron était à la tête de la présidence du Conseil de l'Union européenne, il s'était engagé par rapport à 100 substances actives interdites en Europe à faire en sorte qu'elles ne rentrent plus sur le territoire. Toutes les importations illégales devaient être interdites. Or, nous savons que sur ces 100 substances actives, il y a ce qu'on appelle des limites maximales de résidus qui sont fixées pour que ces produits d'importation puissent rentrer chez nous bien au-delà des seuils de détection. C'est ainsi que rentrent chez nous des lentilles du Canada et tous ces types de produits qui sont avec des substances que nous n'utilisons plus et depuis longtemps chez nous. Donc la réciprocité des normes est déjà agir et aller jusqu'au bout des engagements et non pas contraindre les producteurs. Que les autres interdisent chez eux ce qu'on interdit en France, voilà. Et on verra plus tard. Véronique Le Floch, vous êtes d'accord justement, la France n'en fait pas assez pour le bio?
Alors justement, j'allais prendre le même argument que Laurence, respecter la loi Egalim, les 20% dans tout ce qui est restauration collective. Bien sûr, étendre la restauration collective, non pas à la restauration collective institutionnelle, mais bien au-delà, inclure la restauration collective commerciale, et puis plus de transparence par rapport aux importations, parce que là aussi, nous avons perdu le fil depuis 2022, où justement on ne sait plus, production par production, quelle part est importée, et plus de contrôle. Quand nous disons, nous, au Premier ministre et à la ministre de l'Agriculture, des contrôles, un moratoire sur les contrôles dans nos fermes pour contrôler justement toutes ces importations, ça inclut bien entendu le bio. D'accord, vous voulez plus de contrôle du tout ? Alors, dans toutes les exploitations agricoles, et qu'elles ne se concentrent que sur les exportations. À un moment où nous sommes en négociation de les normes environnementales, il faut quand même vérifier qu'elles soient appliquées. Alors justement, tous les cahiers des charges que nous respectons les uns et les autres incluent ces contrôles. Et c'est bien pour ça que nous avons dans nos fermes une multiplicité des contrôles et ils deviennent insupportables. Donc contrôle unique, ça est en train de se mettre en place ? Alors, il faut voir encore comment ça va se traduire. Mais dans tous les cas, à un moment où nous sommes en négociation, faites-nous confiance. Comme nous a dit ce matin le Premier ministre, ça pourrait révéler chez certains agriculteurs un côté fraudeur. Je ne sais pas sur quoi nous pouvons frauder, mais toujours est-il Vous voulez être votre propre contrôleur ? Nous avons les contrôles qui sont liés avec les cahiers des charges qui nous lient avec nos industriels. Et de quelles règles parle-t-on quand on parle de simplification ? Alors ça peut concerner les haies, ça peut concerner les curages des fossés, ça peut concerner l'établissement de nos dossiers pour obtenir, pour des dossiers installations classées pour construire des bâtiments. Ça peut concerner ce que je réalisais avant de venir ici, la déclaration flux d'azote, qui elle aussi est un non-sens quand vous êtes en bio avec des surfaces et largement extensifs. Nous sommes en permanence avec un calendrier qui nous oblige à rendre des comptes. Alors même que, d'un point de vue comptable, on pourrait très bien établir ces critères. Donc on peut simplifier bien sans sûr. Forcément s'asseoir sur les exigences environnementales. Vous posez la question à n'importe quel jeune agriculteur qui s'est installé, il vous dira que c'est le parcours du combattant. On va parler de la transmission et de l'installation. C'est pour ça qu'on a des positions très fermes sur notamment la loi d'orientation et d'avenir qui permet de simplifier tout ça et de mieux accompagner pour justement commencer la simplification dès l'installation. Mais ça, c'est les chambres d'agriculture, donc ça, c'est vous déjà, c'est 97 chambres sur 101. Non, vous pourrez avoir un... Permettez-moi de vous rappeler que ça dépend d'un cadre légal. Et donc, pour évoluer favorablement, il faut revoir la loi. Sauf que le tarif payé par les jeunes quand ils s'installent, ça peut très bien être revu et c'est les chambres qui peuvent choisir. Alors, juste pour faciliter l'installation des jeunes, ce budget n'a pas pu être voté parce qu'il y a eu la censure du Rassemblement national et de la gauche. Est-ce que vous dénoncez cette censure ? Mais écoutez, ce n'est pas la coordination rurale qui a appelé à censurer le gouvernement. Maintenant, tout le travail reste à faire. Et vous regrettez que ces mesures soient passées à la trappe ? 400 millions d'euros, transmission des aides fiscales, même sur les retraites. Les retraites, déjà, c'est 2026. Et puis, sur la transmission, il y avait quand même des incitations. La retraite, c'est 2026. Mais ils ont dit qu'ils voulaient la mettre en place dès 2025, du coup, que le budget soit rétroactif. 2028 et 2025 mise en place, 2026 mise en place pour les retraites. Mais peu importe. Mais sans parler des retraites, en restant sur la transmission, c'est vrai qu'il y a des mesures importantes dans ces mesures pour les agriculteurs dans le budget. Alors bien sûr qu'il faut faire évoluer. On a aujourd'hui des plafonds qui existent déjà avec des abattements des droits de mutation, mais il convient qu'il faut relever les plafonds et bien sûr nous y sommes favorables. Mais vous regrettez donc, juste pour être bien clair, parce que vous savez, je vais vous le dire très très franchement, on peut lire que vous avez des liens avec le Rassemblement national qui ont voter cette censure. Donc vous pouvez nous dire ce soir, je dénonce ce vote, j'aurais préféré cette censure, j'aurais préféré que ces mesures soient adoptées rapidement. Je ne suis pas sûre que c'est échanger les choses, puisque de toute manière, le budget de l'agriculture était en baisse. Nous avons évoqué avec le Premier ministre ce matin d'autres pistes pour de nouveau économiser 600 et quelques millions d'euros à partir de budgets consacrés à la forêt au sein même du budget de l'agriculture. Donc on peut Donc c'est pas trop grave finalement cette censure pour les agriculteurs. Pour bien comprendre. Par contre, il faudra aller vite pour justement obtenir des mesures efficaces pour nos agriculteurs. Maintenant, qu'est-ce qui peut encore améliorer Je vais y venir. Améliorer l'installation des jeunes. Quand on s'installe en agricole,
on s'installe en général sur une exploitation et avec du foncier. Et on a un grand problème d'accessibilité au foncier. Tout simplement parce qu'en général, le foncier est géré par les SAFER, Sociétés d'aménagement du foncier, et qui sont détenus à 100% par la FNSEA. Et là aussi, je pourrais vous donner une multitude de dossiers avec des conflits d'intérêts. Il n'y a pas cette représentativité, ce pluralisme syndical au sein même de ces instances. Alors, Véronique Le Floch, la question de la gestion de l'eau, justement. On sait qu'on va manquer d'eau dans certaines régions. Alors déjà que pour anticiper ces besoins en eau, les agriculteurs, comme il a été dit, ont déjà commencé à évoluer dans leurs pratiques. Et à la coordination rurale, on avait mis en réaction à ce qui existait avec la FNSEA et les JUA, le concours de labour, nous avons mis le festival du semi-direct et du non-labour. Ça permet justement de garder cette humidité dans le sol pour faire en sorte que nos sols soient des éponges. Maintenant, il nous faut justement des réserves collinaires, stocker l'eau de l'hiver. Les méga-bassines, pour le dire simplement. Non. Le stockage de l'eau, c'est du collinaire, c'est juste par gravité. C'est remettre en état ce qui avait été fait par nos anciens dans beaucoup de zones. C'est anticiper, c'est faire en sorte que l'eau n'aille pas à la mer. C'est tout ça qui est le bon sens pour justement garder un rétention collinaire, oui, méga-bassines comme à Sainte-Soline, la coordination rurale, non? Alors, ce ne sont pas forcément des méga-bassines, en tout cas, qui sont le modèle. Mais c'est ma question. Dans ce type de relief, s'il n'y a pas le choix de faire d'autres réserves d'eau et que ça peut permettre le maintien des productions, bien sûr qu'il faut les autoriser et rapidement, parce que elles correspondent à un stockage qui est validé par le BRGM. Donc tout ça, pas trop de sigles, mais c'est les contrôleurs. En gros, c'est ça. Donc on ne prélève pas dans la nappe quand le seuil ne sont pas atteints. Alors pour la coordination rurale, j'aurais aussi insisté sur ce volet social, ces arrêts maladie, ces accidents qui ne sont pas reconnus à leur juste titre, et donc beaucoup d'efforts à faire sur ce sujet. Et un deuxième sujet, c'est l'accompagnement des agriculteurs qui sont rentrés dans des procédures collectives, qui sont passés devant le tribunal de commerce, qui ont un plan échelonné pour payer des dettes et qui aujourd'hui ne s'en sortent plus parce que justement ils ont été victimes d'aléas climatiques ou d'aléas sanitaires, et il faudrait pour cela leur permettre d'accéder aussi à toutes les aides et d'avoir des années blanches pour pouvoir repartir. Donc, je voulais dire qu'on est tous à la fois paysans et chefs d'entreprise et qu'on a face à nous, à la coordination rurale, deux modèles différents. En tout cas, l'un conduit à plus d'asservissement, plus d'importation dans tous les cas, et une dégradation des bilans économiques sanitaires, et que la coordination rurale est prête. Alors n'ayez pas peur, et je pense que nous sommes prêts à stopper ce plan social et à faire en sorte qu'il y ait des revenus dans nos Et nous saurons dans 15 jours si oui ou non le rapport de force dans le monde syndical est progressivement en train de s'inverser. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On va jeter un œil sur les temps de parole. On n'est pas mauvais. Merci à mes confrères et merci aux candidats. Vous avez tous très bien joué le jeu. On est tous quasiment à zéro. C'était l'objectif. Merci à la chaîne parlementaire, à ses équipes. Merci au groupe EBRA. Merci Charlotte Murat et merci à Ouest France de nous avoir accompagnés dans cet inédit, cet exercice sur l'agriculture, chambre d'agriculture, chambre professionnelle. On a compris que c'était un enjeu important, aussi bien pour le monde agricole que pour les consommateurs que nous sommes, que les citoyens que nous sommes. Merci à vous, très belle soirée sur LCP et vive l'agriculture et le monde paysan. Merci. Merci beaucoup.